suis Fusil et vous écoutez mon podcast. Salut à toutes et à tous, merci d'écouter mon podcast. Aujourd'hui, j'accueille une légende de notre culture. Il a commencé le graffiti en 1965 à Philadelphie. Vous avez deviné son nom, c'est donc le seul et unique Cornbread. Déjà, merci Cornbread d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans mon podcast. J'apprécie d'être invité dans ton podcast et on va parler de plein de choses. C'est certain, on a beaucoup de choses à discuter. Donc déjà, j'aimerais que tu te présentes pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Je te laisse la parole. Je m'appelle Daryl Cornbread McCrae. Je suis la plus jeune personne à avoir jamais établi un mouvement artistique international. J'ai changé le cours historique de ma génération et des générations qui m'ont suivi. Je suis le grand-père du graffiti, le premier élément du hip-hop. L'histoire parle d'elle-même. Vous constaterez qu'il n'y a pas d'autre artiste hip-hop dans le monde qu'il était avant moi. Il n'y a pas d'autre artiste graffiti dans le monde qui était avant moi. Et Philadelphie avait sa propre version du hip-hop avant qu'il n'atteigne New York. J'ai commencé à faire du graffiti en 1965 dans une école de rééducation. J'ai été condamné et enfermé au Youth Development Center, le YDC. Là-bas, je me suis lié d'amitié avec beaucoup de membres de gangs qui contrôlaient l'établissement. Je me souviens que ma sœur m'envoyait beaucoup de livres, de poésie. Mes potos recevaient des lettres de leurs petites amies, des lettres d'amour poétique, et je lisais leurs lettres. Et j'étais fasciné par les mots qu'ils partageaient entre eux. J'aime la poésie. Ensuite, quand les membres des gangs recevaient des lettres de leurs petites amies, parfois ils étaient contrariés par ce qu'ils lisaient. Tu vois, ils s'énervaient. Et je leur disais, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, mec? Cette meuf, elle parle chelou. Et je leur disais, fais-moi lire. Et je l'aidais. Je répondais à cette lettre de fille par le biais de la poésie, de mots d'amour. D'abord, je le lisais au gars, et il était captivé par ce que j'avais écrit. Il était à fond, et il me dit, mec, je veux utiliser ça. J'ai dit, tu dois me donner 2 barres de chocolat, 2 canettes de soda, 2 sacs de chips, et tous les membres de gang me faisaient écrire des lettres pour eux, pour leurs petites amies. Et je savais que je m'étais lié d'amitié avec ces gars. J'ai gagné leur respect. Et quand j'étais dans l'unité C, nous étions toujours dans l'unité C et c'était parfois la dernière à manger à la cafétéria. Et la première chose que nous faisions quand nous arrivions à la cafétéria, nous allions au buffet et nous prenions notre pain. Et parfois, le pain n'était pas nécessairement frais au moment où nous arrivions. Après plusieurs fois comme ça, j'ai pris les choses en main et je suis allé avec mon soda dans la cuisine. Je voulais parler au chef cuisinier, alors j'ai demandé aux employés qui étaient responsables. Ils ont dit, « Monsieur Swanson est responsable et son bureau est juste là. » Je suis allé frapper à sa porte. Il a dit, « Entrez, je suis une personne très occupée, mais que puis-je faire pour vous ?» J'ai dit, « Monsieur Swanson, ma grand-mère fait le meilleur pain de maïs du monde. Et je voulais vous demander, pourriez-vous éventuellement, à titre d'essai, faire du pain de maïs pour nous ?» Il m'a regardé et la première chose qu'il m'a dit, « Qui vous a donné la permission d'entrer dans ma cuisine ?» J'ai dit, personne. Il a dit, mec, tu dégages d'ici tout de suite. Prends l'air, mec, avec tes conneries de pain de maïs. Sors de ma cuisine, je suis une personne occupée. J'ai essayé de faire passer mon point de vue. Il s'est levé, Monsieur Swanson était un gros bonhomme baraqué. Et mec, si tu sors pas de ma cuisine, il va se passer quelque chose de mauvais. Alors je suis parti. Je suis revenu 2 jours plus tard et j'ai dit, Monsieur Swanson, pouvons-nous parler de cette histoire du pain de maïs ? Il a dit, mec, si tu ne sors pas de ma cuisine, je te mets mon pied au cul. Ne me fais pas te le répéter. Ne reviens plus jamais dans ma cuisine. Alors je suis parti.
Je suis revenu une troisième fois, et cette fois, quand je suis entré dans la cuisine, les cuistots ont dit « Hé, monsieur Swanson, ton garçon est ici !» Il a dit « Mon garçon ? Qui ? Ton garçon Cornbread !» Il m'a dit « Viens ici, mec, viens ici. » J'ai dit « Monsieur Swanson, parlons juste, je ne demande pas grand-chose. » Mais il a dit « J'en ai marre de tes conneries. » Il m'a pris par le bras et m'a traîné à la cafétéria où tout le monde était assis. Et d'une voix très forte, il a dit à mon unité, à mon conseiller d'unité, Monsieur Love. Tout le monde s'est retourné. Ça a attiré l'attention de tout le monde. « Monsieur Love, garde ce cornbread hors de ma cuisine. » Keep this cornbread out my kitchen. And threw me more. And everybody Et tout le monde a commencé à se moquer de moi, à me taquiner, à m'appeler cornbread ceci, cornbread cela. C'était une blague. Ça ne m'a pas affecté parce que cornbread est un surnom cool et personne n'a de meilleur surnom que les membres de gang. Alors quand ils ont commencé à m'appeler cornbread, ça ne me dérangeait pas. Je suis retourné à l'unité avec ce blaze cornbread officiel. Et chaque fois que je voyais le nom d'un membre de gang, je mettais mon nom à côté du sien en grand. Peu importe parce que j'avais rien que de l'amour pour ces gars. Mec, nous avions du respect. Nous nous respections. Nous discutions tout le temps. Nous avons grandi ensemble. Et chaque fois que je voyais le nom d'un membre de gang inscrit dans les locaux, cornbread était juste à côté. Et j'ai commencé à manquer de place. Et j'ai commencé à écrire dans l'école, dans la cafétéria. J'avais aussi cartonné le local de soins où il y avait les infirmiers. Je veux dire, j'ai vraiment juste bombardé l'endroit avec cornbread partout, partout. Ils pensaient qu'il y avait un artiste en moi qui essayait de se faire un nom. Et j'ai fait cela en écrivant cornbread partout. Ils sont venus et m'ont dit que je faisais trop de dégâts. Ils m'ont donné un ultimatum. Soit je nettoie, soit je vais au trou. Et ils ont dit cela devant les membres du gang. Je me suis mis à gueuler. « Regardez, moi je nettoie rien. » J'ai levé les mains en l'air. « Emmenez-moi au trou, je ne nettoie rien, emmenez-moi au trou. » Et les membres du gang ont commencé à rire, à applaudir. « D'accord, Brad, va au trou. » Je faisais juste mon show. C'était de la fanfaronnade, mais je suis allé au trou. Je n'avais rien fait de mal, je n'ai insulté personne, je n'ai manqué de respect à personne. Je ne me suis pas battu. J'ai fait mes 48 heures et je suis sorti. Et pour aggraver les choses, j'ai recommencé à marquer cornbread partout. Partout. Ils ne pouvaient pas me contrôler. Ils ont recommandé que je voie le psychiatre. Je vais voir le psychiatre et il dit « Pourquoi écrivez-vous cornbread partout, mec? Avez-vous un problème ?» J'ai dit « Non, je n'ai pas de problème. » « Mais tu n'as encore rien vu. » Il a dit « Qu'est-ce que cela signifie ?» J'ai dit « Mec, quand je sortirai d'ici, tu vas entendre parler de moi. Je vais enflammer le monde et tu vas entendre parler de moi. Que Dieu m'en soit témoin. » Mais tu vois, j'avais compris que les éloges et l'attention spéciale sur ma personne, le respect que j'avais gagné, c'était pour être comme un poète qui écrit partout. J'avais une attention spéciale de la part de l'assistance sociale, des enseignants, des conseillers d'unité. J'étais toujours devant eux à parler de poésie ou comment tu trouves ça, blablabla. Et ils ont vu quelque chose de spécial en moi, tu vois? Mais j'avais quelque chose de différent en tête, parce que je savais que l'attention que j'avais reçue au YDC, je pouvais obtenir la même attention dans la rue. Et je savais exactement ce que je voulais faire. Quand je suis rentré chez moi en 1967, j'ai commencé à écrire cornbread partout dans la ville. J'ai commencé à faire les itinéraires de bus dans tous les sens, à couvrir le métro souterrain, la ligne de tramway, les trains en sous-sol, les lignes aériennes, les arrêts de la ligne L. J'étais ce nouveau phénomène, à moi tout seul. J'étais quelque chose de tout nouveau. Les gens n'avaient jamais entendu parler de quelqu'un qui gueulait son nom partout. C'était le premier élément du hip-hop. J'ai commencé à écrire non-stop cornbread partout dans la ville de Philadelphie. Mon objectif était de faire en sorte que Philadelphie me prête attention. Tout comme au YDC, les travailleurs sociaux, les enseignants, le personnel, je veux dire tout le monde m'avait alors remarqué. Ils ne m'oublieront jamais. Je voulais la même chose des habitants de Philadelphie et de mes voisins, que tous parlent de cornbread, comme ils parlaient de Jésus. Parce que j'étais le nouveau phénomène. J'étais tout nouveau. La guerre du Vietnam était finie, le mouvement Black Power était en marche, la Nation of Islam était active, mais dans la rue, c'était cornbread. Et j'étais quelque chose de frais.
Un jour, alors que je vais au boulot, j'ai toujours un journal avec moi et quand je prends le bus pour pouvoir le lire en route, en première page de ce journal, je lis « Cornbread a été abattu ». Histoire en page 3. Cornbread is shot to death. Story on page 3. Je suis le seul et unique. Y a-t-il un autre Cornbread? Is there another Cornbread? I turn the page. Je tourne à la page 3 et voilà ce que je lis. La carrière fantastique du graffiti artiste le plus connu de Philadelphie a pris fin violemment dimanche devant un bar. Cornbread, l'artiste graffiti reconnu par la rue, qui ne reculait devant rien, connu pour poser son nom même au sommet des gratte-ciels. Il décrivait ma propre mort. Je me suis dit, quoi? Quoi? Non, non, non. Alors je descends du bus et j'appelle mon travail. Je travaille chez Nabisco, qui fabrique des biscuits Oreo. Je les appelle, je dis, c'est Daryl McCray. Je ne viendrai pas aujourd'hui. Et j'appelle les journaux. Regardez, vous devez corriger votre article. Votre article est hors sujet. Vous avez tort, vous avez complètement tort. L'article? De quoi parlez-vous? Qui est-ce? Que se passe-t-il? De quoi parlez-vous? Je dis, je suis Cornbread et je ne suis pas mort. Oh, nous n'avons pas besoin d'imposteur. Cornbread est parti, mec. Laisse Cornbread reposer en paix, mec. Mais non, pas de Cornbread est parti, ne faites pas ça. Nous n'avons pas besoin d'imposteur. Laisse Cornbread reposer en paix. Il m'a raccroché au nez. Je l'ai rappelé tout de suite. Je dis, mec, si tu ne corriges pas ton article, je vais déchirer cette ville dans tous les sens. Tu ferais mieux de corriger ton article. Trouve autre chose à faire. Laisse Cornbread reposer en paix. Il m'a raccroché au nez. J'ai dit, oh mon Dieu, tout ce que j'avais fait jusqu'à présent allait être emporté dans la tombe de ce gars. Car le gars qui s'était fait tuer, devine comment il s'appelait. Il s'appelait Cornelius. Cornelius que ses amis ont abrégé par Corn. Les gens qui passaient par là ont dit « Quelqu'un a tiré sur Corn. Oh, Corn est là. Oh, Corn a été abattu. » Et les gens ont automatiquement supposé que Corn, diminutif de Cornelius, était Corn, diminutif de Cornbread. Et en première page des journaux, cela est devenu une prescription pour le désastre. Je savais que je devais faire quelque chose de bizarre, parce que j'avais appelé les journaux et j'avais essayé de leur dire « Vous avez fait une erreur, corrigez votre erreur ». Et ils supposaient que j'étais un imposteur. Ils ne me croyaient pas. Quand je suis rentré chez moi, ma grand-mère qui m'a élevé est morte. 2 ans plus tard, ma mère est morte. Je n'avais plus personne. Et la seule chose qui me rendait heureux était d'écrire Cornbread. Et je faisais cela comme une thérapie parce que je ne voulais pas affronter la souffrance et la douleur que j'avais ressentie en perdant ma mère et ma grand-mère. C'était tout ce que j'avais, et c'était donc une thérapie pour moi. J'écrivais Cornbread jour et nuit, tous les jours, partout. Personne ne pouvait rivaliser avec ça. Et quand j'ai lu ma mort dans les journaux, je suis allé aux journaux parce qu'ils avaient fait une erreur. Ils ne corrigeaient pas leur erreur. Et je n'avais pas 1000 possibilités. Que pouvais-je faire? Et j'ai commencé à écrire « Le vrai Cornbread n'est pas mort ». Mais cela n'a eu aucun impact sur le grand public. Parce que je n'étais pas uniquement dans un seul journal, j'étais dans 3 journaux. Tout le monde savait que j'étais mort, et personne ne revient d'entre les morts. Et je savais que je devais faire quelque chose d'incroyablement dingue pour attirer l'attention des médias et leur faire savoir que je suis toujours là. Et je suis arrivé à la conclusion d'aller au zoo de Philadelphie et de défoncer tout le zoo. Pourquoi? Parce que le zoo de Philadelphie est une attraction touristique et c'est ça qui attirera les médias. Et si j'éclate tout le zoo, ils sauront que je suis toujours là. Je vais au zoo un samedi après-midi, c'est une belle journée ensoleillée, chaude, beaucoup d'enfants courent avec leur famille et c'était complètement bondé. Je savais que si j'essayais d'écrire mon nom à ce moment-là, je risquais de me faire attraper. J'ai déjà été arrêté et je savais que ce n'était pas le moment de faire ça. Alors je marche simplement et je vois tous ces gens se rassembler autour de cette fosse. Et je suis allé voir ce qui attirait leur attention. Et je vois ce gars dans cette fosse tenant la trompe d'un éléphant dans ses mains. Et il touche les oreilles de l'éléphant.
Et il veut commencer à étreindre l'éléphant comme si l'éléphant était son meilleur ami. Et les gens prennent des photos de tout ça. Alors une des dames lui dit « Monsieur, n'avez-vous pas peur que l'éléphant veuille vous laisser ?» Il dit « Non, madame, l'éléphant vient directement du cirque. L'éléphant est inoffensif. » Alors mon esprit commence à dériver. Et je me suis dit que c'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Alors, je suis resté là à regarder cet éléphant et à regarder le gars crier. J'ai vu que la vie de l'éléphant n'était pas en danger. Je suis revenu le lendemain et j'avais un sac de cacahuètes. Et j'ai donné toutes mes cacahuètes à l'éléphant. J'ai commencé à lui parler. « Hé, mon gros, depuis combien de temps es-tu ici ?» Et il mange mes cacahuètes, me regarde et je le nourris. Je reviens le lendemain, j'achète d'autres cacahuètes. « Hé, mon gros, tu aimes comme il te traite ici ?» Tu sais, c'est un éléphant de cirque, il était habitué aux gens. Nous nous regardons. La fois d'après, quand je suis revenu, il était 6h30, le lendemain matin. Quand personne ne le regardait, ou du moins, je pensais qu'il ne le faisait pas. Il devait être environ 6h30 ou 7h. Je vais voir à l'arrière du zoo, je saute par-dessus la clôture, je descends dans l'enclos où il se trouvait, je saute dans la fosse, j'ai sorti ma bombe de peinture et j'ai commencé à secouer la bombe. Il se retourne, il me regarde et il sait exactement qui je suis. Il a agi comme si je n'étais même pas là. Je m'approche de lui, j'écris « Cornbread Lives » sur une face. Je cours de l'autre côté, j'écris « Cornbread Lives ». Je saute hors de la fosse. Je sors de la fosse et tout le zoo était à ma disposition. J'ai commencé à défourailler tout le zoo. J'ai bombé les stands de bouffe, les toilettes des hommes, les toilettes des femmes, la fontaine à eau, les arbres, les tables de pique-nique. J'ai bombé les autres enclos d'animaux. J'allais juste éclater tout le zoo. Quelqu'un dans le zoo a appelé les flics dès que j'en suis parti. Si j'étais sorti du zoo dès que j'avais peint l'éléphant de cette fosse, j'aurais pu m'en sortir. Mais je suis sorti de cette fosse et j'ai commencé à tout défoncer. Et au moment où je suis sorti du zoo, les flics étaient déjà là, au coin de la rue. Je me suis préparé à courir. « Ne cours pas, ne cours pas !» Il a levé son gun. « Ne cours pas !» J'ai dit « Oh mon Dieu !» J'ai levé les mains en l'air, ils m'ont chopé et m'ont mis les menottes. Ils m'ont mis en garde à vue. J'avais pas prévu de me faire arrêter. J'étais debout une bonne partie de la nuit pour pouvoir arriver au zoo avant son ouverture. J'ai été arrêté et je dormais là-bas où j'essayais de me reposer un peu. Mais toutes les 10 minutes, il braillait. « Lequel d'entre vous est Cornbread ?» Ce sont les flics. Je vois tous ces mecs, je dis « Qu'est-ce qui se passe ?»« Gamin, donne-moi ton autographe !» Ils m'adoraient, les keufs. Alors les autres avec qui j'étais en garde à vue étaient là. « Yo, Cornbread, c'est toi, bordel? T'as des flics qui veulent ton autographe ?» C'était le premier élément du hip-hop. Je volais de la peinture en bombe tout le temps. Je veux dire, personne ne pouvait rivaliser avec nous s'ils achetaient leur peinture. Je volais partout. C'était même dans les articles de journaux qui parlaient de moi. Je suis tombé amoureux des articles sur moi. Tout ce que je voulais, c'était que tout le monde lise sur moi dans les journaux. J'aurais fait n'importe quoi pour y arriver. Un jour, Georgie Woods, le DJ de la radio, a annoncé à la radio que les Jackson 5 venaient à Philadelphie pour faire un spectacle au Uptown Theater. Et tous ceux qui étaient intéressés, qui voulaient des autographes et prendre des photos, les rencontrer et leur serrer la main pouvaient le faire en venant à l'aéroport international. Quand ils descendent de l'avion, c'était comme plus ou moins comme un coup de pub, tu sais, pour promouvoir le spectacle qu'ils avaient. Et je me pointe là-bas et il y avait v'là la foule. Et je savais que si je pouvais taguer un de ces avions, déjà que j'avais écrit mon nom sur un éléphant, cela ferait de moi l'artiste de graffiti le plus célèbre du monde, car cela ne pourrait jamais, jamais être dupliqué.
Donc cet avion est arrivé. Il est resté en attente pendant environ 10-15 minutes. Les marches sont descendues. Michael est arrivé en haut de l'escalier. Il a envoyé un baiser à tout le monde et tout le monde est devenu fou. Criant, hurlant, le chaos total. Les Jackson 5 étaient le truc le plus hot en Amérique à l'époque. Michael, Tito, Jackie, Marvel et Jermaine ont descendu les marches. Quand ils sont passés dans la foule, avec leur équipe, c'était un chaos total de cris et de hurlements. Ils essayaient juste de les attraper. Au moment de la confusion, j'ai couru dans les escaliers et je me suis hissé sur la rampe. Et j'ai écrit mon nom sur le jet. Puis je suis descendu des escaliers. Je suis allé au terminal. Je ne suis pas allé voir les Jackson 5. J'étais là pour l'avion. C'était exactement ce que j'ai fait. Je suis allé attendre au terminal. Je ne suis allé nulle part jusqu'à ce que l'avion soit prêt à décoller. Quand l'avion a décollé, je vois mon nom décoller. J'ai eu une sorte d'orgasme mental. Ils parlaient de moi comme ils parlaient de Jésus, et tout ce dont je parlais au YDC est devenu réalité. Tout. Tout ce que je voulais faire, c'était laisser Philadelphie parler de moi. Et tout ce que je voulais faire, c'était lire sur moi-même dans les journaux. Mon prochain but, ce que je devais faire ensuite, c'était d'écrire mon nom sur une voiture de police. Mais pas moyen d'aller au poste de police parce que je me serais fait tirer dessus. J'avais une meilleure idée. Si je ne peux pas aller vers eux, je dois les amener à moi. Je suis dans ces projects à plusieurs étages. J'ai mon pote Kelly. J'ai dit, Kelly, tiens, $20. Il a dit, c'est pourquoi, Brad? J'ai dit, j'ai un pistolet à blanc ici. Un pistolet à blanc avec des plombs à blanc. Je vais descendre, je vais appeler les flics. Quand les flics viennent, je veux que tu commences à leur tirer dessus. Il a dit, non mec, je ne tire pas sur des flics, mec. Je ne fais pas ça. J'ai dit, Kelly, tu as des plombs à blanc. Tu ne vas blesser personne. Je viens de te donner $20. On va à l'appart. Quand les flics viennent dans le bâtiment pour savoir d'où viennent les coups de feu, tu redescends à ton appartement et quand ils laissent leur véhicule sans surveillance, je vais taguer l'avant de leur véhicule. Il a dit, vas-y Brad, vas-y, donne-moi le pistolet, donne-moi le pistolet. Je suis descendu, j'ai appelé les flics, j'ai dit aux flics qu'un membre de gang avait battu ce type à mort. Vous avez un homicide sur les bras, vous feriez mieux de venir ici, mec. Ils envoient 2 voitures de flics. Ce n'était pas assez. Alors Kelly, quand les flics commencent à venir, ils entrent dans le bâtiment. Ils commencent à leur tirer dessus. Ils sont comme des oufs maintenant. Genre putain, qu'est-ce qui se passe? Ils rechargent et tirent en retour. Ils commencent à appeler des renforts. Plus de flics sont là. Et Kelly, il devient dingue de la cachette. Les flics entrent dans le bâtiment. Kelly en profite pour descendre et se réfugier dans son appart. Ils ont laissé tous leurs véhicules sans surveillance. J'ai dû taguer environ 89 voitures et véhicules de police, mec. Eux, ils montent jusqu'à l'appartement d'où viennent les coups de feu et voient toutes ces cartouches par terre. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils redescendent et toutes les voitures et fourgons ont été tagués. Police, Cornbread, partout. Mais ils ne voulaient pas rendre cela public, parce qu'ils ne voulaient pas que les adolescents commencent à vandaliser les véhicules de police. Donc ils s'en vont, et cela n'a jamais été rendu public. J'étais dégoûté, pour de vrai, parce que je voulais qu'ils sachent ce que j'avais fait à la police. Je voulais qu'ils lisent à ce sujet, mais ils ne voulaient pas rendre public ce que j'avais fait à la police. J'ai aujourd'hui une voiture de police qui est dans le musée du graffiti, avec mon nom dessus. Pourtant, j'ai arrêté, mais je restais un sujet insaisissable de recherche. Ils essayaient de m'avoir, mec. Ils essayaient de m'avoir. Ils ne pouvaient pas. J'étais comme Zorro. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas me toucher, pas moyen, mec. Tout ce que je voulais faire, c'était lire à propos de moi-même dans le journal. Je revenais du cinéma une nuit, et je passais devant ce bâtiment en construction, un gratte-ciel en construction avec une grande clôture autour. Tu vois, je regarde en haut et environ 30-40 étages plus haut. Et je n'allais nulle part sans peinture aérosol.
Alors j'ai sauté par-dessus cette clôture et j'ai pris l'ascenseur de service qui monte les matériaux aux étages supérieurs. Je pense que ça devait être au 30e étage ou quelque chose comme ça. Et je suis monté là-haut, mec. J'ai juste commencé à bombarder l'ascenseur de service. Le béton, cette énorme cage de béton. Cornbread, roi des murs, et bomber l'ascenseur, les escaliers sur les poutres d'acier qui descendaient à l'étage suivant, jusqu'à ce que toute la peinture soit épuisée. Quand les architectes sont venus le lendemain, ils ont dit « Oh, ce bâtard !» Il venait juste de défoncer le gratte-ciel en construction. Cornbread était partout, ils ont mis ça dans les journaux. J'étais l'Internet, j'étais tout ce qu'ils cherchaient. Les gens étaient obligés de lire à mon sujet, tu vois. J'étais dans les journaux, les couvertures de magazines, les gros titres, les éditoriaux, les bandes dessinées. J'ai eu tellement de notoriété, j'ai eu tellement de publicité, mec. Je veux dire, ils parlaient vraiment de moi, j'étais vraiment quelque chose de tout nouveau. Il y a d'autres artistes comme ça qui ont lu mes articles. Ils se sont dit, il obtient toute cette couverture médiatique, tous ces journaux en écrivant son nom, je peux faire ça. Et avant que tu t'en rendes compte, mec, il y avait des writers partout. Ils sont sortis des fissures des murs et ont envahi la ville. Philadelphie est devenue la capitale mondiale du graffiti. J'étais comme le joueur de flûte et tout le monde suivait mes pas. J'ai donné naissance à cette culture. Et je suis le premier élément du hip-hop. Parce que le graffiti est le premier élément du hip-hop. Je suis resté dans mon coin car j'étais un artiste solo. Pendant 2 ans, Philadelphie m'appartenait. J'étais le seul artiste graffiti qui écrivait son nom sur les murs. Quand j'ai commencé, les seuls graffitis que tu voyais étaient ceux des membres de gangs. Nous n'utilisions pas le mot graffiti. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi penses-tu que nous n'utilisions pas le mot graffiti? Nous n'utilisions pas le mot graffiti parce qu'il n'y en avait pas. Nous utilisions writing. Nous n'utilisions pas le mot hip-hop parce qu'il n'y en avait pas. Bien sûr, les seuls graffitis que tu voyais étaient les membres de gangs qui écrivaient leur nom sur les murs dans le seul but de se faire une réputation. D'accord? Et ceux qui ne sont pas membres de gangs étaient aussi là. Les adolescents à Philadelphie ont vécu une expérience unique, différente de celle de toutes les autres villes en Amérique. Nous parlons de milliers d'adolescents qui se sont impliqués dans une révolte sociale. Nous avons adopté des noms de fraternités universitaires pour nous identifier. C'était un mouvement à l'échelle de la ville entière. Des clubs de fraternité de rue ont vu le jour, basés sur les noms de fraternités universitaires. Nous dansions, nous faisions des battles et nous rappions. Je veux dire, ce truc de b-boy, ce n'est rien de nouveau. Le rap n'a rien de nouveau. Le graffiti, ce n'est rien de nouveau. Le DJ, ce n'est rien de nouveau. Il y avait déjà ce DJ à Philadelphie. Il s'appelait Joko Anderson, le premier rappeur, je veux dire, de notre époque. Mais il n'a pas été reconnu de nos jours parce qu'il venait des années 50. Moi, j'ai été reconnu. Je suis le dernier des anciens, au tout début des nouveaux. Tu vois ce que je veux dire? Et pour revenir à ces noms de fraternités universitaires, nous avions une convention annuelle. Tout le monde se réunissait à Atlantic City avant que les casinos ne soient construits. Et nous venions pour tous les hôtels. Et chaque hôtel avait une salle de bal. Et chaque salle de bal, c'était une battle. Et nous dansions, nous faisions des pas de danse et on s'habillait. On se sapait, mec. T'as pas idée. New York ne savait rien de tout cela parce qu'à la même époque, au milieu des années 60, New York vivait une expérience unique, différente de celle de toutes les autres villes en Amérique. Ils avaient une épidémie d'héroïne. Ils avaient une liaison directement du Vietnam à New York, à Harlem. Nous avions la meilleure héroïne du monde. Et tout le monde dans la rue était accro. Je ne sais pas si tu sais ça. Si tu regardes American Gangster, le film American Gangster, cela vous dira ce qui est arrivé à l'Amérique à ce moment-là, au moment précis où les adolescents de Philadelphie vivaient une expérience spéciale, une révolte sociale. C'était la naissance, c'était la première vague de la révolution hip-hop. Quand notre culture a migré à New York, elle a migré entre les mains des investisseurs, des banquiers et des trafiquants de drogue.
Notre concept a été élevé de 7, 8, 9, 10 niveaux. Personne n'a investi en nous parce que c'était moche quand ça a commencé. Quand ils sont arrivés à New York, il y avait des investisseurs, des banquiers, des trafiquants de drogue qui ont investi leur argent dans le hip-hop. Et c'était la même chose que ce que nous faisions. Sauf que les fondations étaient déjà établies quand ils sont arrivés à New York. Mais la fondation, Philadelphie avait sa propre version du hip-hop avant qu'ils n'atteignent New York. New York n'a pas commencé. New York n'était pas en effervescence jusqu'aux années 70. En 64, 65, ce qui se passait à Philadelphie, c'est que nous vivions une série d'insurrections sociales. New York sortait d'une épidémie d'héroïne. Pas de hip-hop dans la rue à New York. Cela a d'abord été mis en place par les rues de Philly. C'est pourquoi à un moment je suis parti à New York City. C'était ma réaction. J'ai entendu parler de comment New York s'était approprié la culture à différents niveaux. Et ce que Philadelphie avait, quand ça a commencé, c'était brut. Et j'ai eu tellement de publicité, d'autres adolescents voulaient la même notoriété que moi. Et nous avons retourné la ville de l'intérieur vers l'extérieur. Quand notre culture a migré à New York, elle a migré entre les mains de personnes qui avaient de l'argent. L'argent parle, l'argent fait une différence. Nous n'avions pas ça, nous étions ignorés. Alors j'ai commencé à entendre parler de New York faisant ceci et cela. J'ai commencé à aller à New York. J'ai commencé à aller à leurs spectacles, j'ai commencé à parler à leurs femmes. Elles ne savaient pas qui j'étais, ni ce que j'avais fait, ni qui je suis. Tu vois, je me suis retrouvé exposé à la toxicomanie. Beaucoup d'entre nous l'ont fait. Basquiat, il en est mort. Keith Haring, il en est mort. Stay High, il en est mort aussi. C'est vraiment cette culture qui m'a sauvé la vie. Parce que j'étais plongé dans la toxicomanie. Et mon barbier, Sub, qui coupait mes cheveux, il disait « Brad, tu dois revenir, mec. Tu étais dans la rue en train de faire des conneries, mec. Et le monde entier parlait de toi, mec. » Et tu n'es plus actif, personne ne te voit. Tu n'es pas là et tu n'es pas disponible, mec. Tu n'es pas, tu sais, tu n'es pas présent. Mais les gens parlent de toi. Et je dis aux gens que je te connais et ils ne me croient pas. Alors il m'a dit, je vais te faire venir à un show et mettre ton nom sur le flyer. Rien que pour ta présence, ils te donneront de l'argent. Brad, si tu te montres, ils viendront te chercher en limousine. Ils te donneront de l'argent, mec, et te traiteront comme le roi que tu es. Mais je suis foncé, je suis fou, mec, tu sais. J'ai dit, Sub, arrête de me dire des conneries. Je ne veux pas entendre de conneries. Il a dit, Brad, mec, je veux juste que tu sois clean et que je vienne te chercher. Je viendrai te chercher, mec. Sois juste clean. Sois propre, fais-toi couper les cheveux. Tu sais, si tu as besoin de vêtements, j'ai des vêtements. Il vient me chercher dans cette Chevrolet 1964, une Chevrolet rabaissée, avec le klaxon. Et la musique qui va bien, et la voiture qui bouge. Une de ces voitures customisées avec des hydrauliques, mec. Ça, c'était un vrai truc, mec. Il arrive devant la maison de mon fils qui est sur le porche. Il a dit « Ramène ton père, allons-y. Papa, il y a un gars dehors dans cette voiture folle qui fait du bruit. » « Oh mec, j'ai dit. Sub, gare la voiture. » Il a dit « Gare la voiture. » Nous allons être en retard. J'ai dit « Laisse-les mariner, Sub. Gare la voiture, gare la voiture. » Oh Brett, tu vas être en retard. J'ai dit « Je sais ce que je fais. Gare la voiture, mec. Allons-y et prenons un verre. Viens et laisse-moi t'offrir un verre. » Il est deg, mais il me suit. Il vient dans la maison, on arrive là-bas environ une demi-heure, 45 minutes en retard. Mais on est bientôt là. Quand il arrive, à environ un demi-bloc de l'endroit, il appuie sur le klaxon. La voiture bouge et la musique explose. Et j'ai un t-shirt cornbread. Nous avançons lentement, mec. Il devait y avoir environ peut-être 100 personnes, mec, d'Europe, qui sont venues ici pour assister au show de Pose 2 de New York. Il me dit que c'est un globe-trotter. Il voyage dans le monde comme beaucoup d'autres gars, comme Coptou, beaucoup de gars qui sont profondément dans cette culture. Il a parcouru la planète et il a donné ce show.
Il a dit, eh bien tu sais, si tu connais Cornbread, je vais le mettre sur le flyer. Tu connais Cornbread, alors amène-le avec toi. Quand je suis arrivé, mec, ces gamins avaient un t-shirt Cornbread, mec. Mec, ils ont juste commencé à me submerger, comme si j'étais une superstar ou quelqu'un. Et moi, je suis toujours fonce-dé. J'ai dit, c'est des conneries. Sub était Cornbread. J'ai essayé de le dire, mec. J'ai essayé de le dire. Ils ont commencé à m'envahir, mec. Ils m'ont demandé des autographes. Je lui ai dit, viens, mec, allons-y. J'ai été escorté à travers la foule. Nous allons au backstage et il y avait tous ces micros de différents magazines. Des gens du hip-hop et ils m'interviewaient puis me parlaient. Je leur ai dit, je n'étais pas prêt pour ça, mec. J'étais plongé dans la toxicomanie. Je suis allé directement en cure de désintoxication. C'était il y a environ 27 ans. Je ne suis jamais revenu en arrière. Basquiat est mort, Keith Haring est mort, et quand Basquiat est mort, sais-tu qu'il a emporté ma couronne avec lui? Parce que cette couronne, je suis le premier à avoir utilisé la couronne. Parce que je suis rentré chez moi un soir et j'ai vu ces gars debout au coin de la rue qui se vannaient les uns les autres. Tu vois, le genre, je les écoutais, je rigolais, et ensuite, je traverse la rue et il y a un grand mur blanc, tu vois. Je bombe un gros cornbread dessus. Ils traversent la rue. C'est toi, mec? C'est vraiment toi? J'ai dit, ouais, c'est moi. Ils ont dit, d'où tu viens, mec? J'ai dit, c'est mon quartier, juste ici, mec. D'où venez-vous? Je ne vous ai jamais vu avant. J'étais parti presque 2 ans. Plein de nouveaux gars ont déménagé dans le quartier. Ils sont venus avec ce club appelé Delta 5. Alors Titi m'a demandé, laisse-moi écrire mon nom, mec. C'est ça, je vais te donner ma bombe de peinture, mes pompes et ma télévision aussi. Il était Delta 5 Soul. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, nous sommes un club social, mec. Il y a beaucoup de clubs de fraternité de rue. Je veux dire, retourne en ville, mec. Et je n'étais pas au courant de ça. Alors il a dit, pourquoi tu ne nous rejoins pas, mec? Tu sais, t'es le bienvenu. Tu sais, t'avoir dans notre équipe, mec, ça serait génial. Et j'ai dit, que faites-vous? Il a dit, nous avons des réunions sociales, mec. Nous faisons des excursions, tu sais, nous faisons des choses dans le quartier, et nous faisons des trucs avec les jeunes frères. C'était une épidémie de fraternité de rue qui était dans toute la ville. Et ils se confrontaient amicalement ensemble. Ils s'habillaient, ils avaient des concours de vêtements, ils faisaient des battles, ils dansaient, ils rappaient. Je peux rapper. Je peux sortir 2 phrases en douceur maintenant. Et tout le monde rappait. Ce n'était rien de nouveau. Mais quand c'est arrivé à New York, ça a été commercialisé. D'accord? Nous avions notre version du hip-hop avant qu'elle n'arrive à New York. Et c'était, comme tu sais, Philadelphie avait sa naissance. J'ai perdu le fil de mes pensées. J'essaie de dire tellement de choses à la fois, mec. Ok, donc David et Daniel de Maximage sont venus ici, mec, et on a parlé de faire des polices de caractère, parce qu'ils ont adapté mon écriture en une nouvelle police, et ils l'ont étudié, mec, et ensuite ils ont maîtrisé le truc. Qu'ont-ils fait exactement? Je n'en avais aucune idée au départ. Donc pendant que nous parlions de, tu vois, faire des lettrages et des variations sur les polices, j'ai commencé à parler de Cornbread. Et c'était un moment Madonna. Un moment Madonna, comme un mini-musée. J'ai des cadres personnalisés, j'ai été à des spectacles, j'ai été en Espagne, j'ai été en Allemagne, j'ai été à une émission de télévision à Madrid. J'ai fait beaucoup de choses. Je présentais donc mes écritures et nous parlions de tout ça. Et quand nous avons commencé à parler du livre, j'ai commencé à leur montrer mon book, tous les articles sur moi, toutes les coupures de journaux. Et ils sont allés à la bibliothèque, ils ont trouvé d'autres coupures de journaux. Il y a tellement de choses sur moi, mec. Il a des trucs sur moi que je n'avais jamais vus moi-même. À l'époque, il y avait un journaliste qui avait l'habitude d'écrire sur moi. Il s'appelait Tom Fox. Et ce que je n'ai jamais partagé avec d'autres writers, c'est que tu ne réussiras pas à moins que tu ne sois en bon terme avec les médias. Je ne leur ai jamais dit qu'ils seraient tous dans les journaux, car je gardais cela pour moi. Et je m'étais lié d'amitié avec des journalistes. Et je les appelais et je leur disais « Tom, c'est Cornbread, je vais taguer sur un avion ». Le mec m'a dit, ne m'appelle jamais pour me dire ce que tu vas faire. Appelle-moi pour me dire quand tu le fais et que c'est fini.
Ainsi, je pourrais être le premier à écrire sur le sujet, et les autres, ils me copieront tous. Oui, il faut être en bon terme avec les médias. Je n'ai jamais dit ça à personne. Jamais. Et je continue à lire des articles sur moi-même parce que c'était mon objectif ultime, de lire à mon sujet. Il y a des articles dans ce livre qu'il a inclus et que je n'avais jamais vus. Et j'ai été vraiment impressionné par la façon dont il les a assemblés, mec. Tu vois, il est allé aux archives, aux journaux, il a assemblé aussi les informations que je lui avais données et a ajouté les interviews que nous avons faites. Et l'histoire parle d'elle-même, mec. J'ai traversé beaucoup de conflits avec New York parce qu'ils ont mené la guerre pour faire croire qu'ils ont donné naissance à la culture. Ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Quand je dis conflit, je parle de conflit avec certains gars qui connaissent le film Cornbread, Earl and Me. Quand c'est sorti, il y a un artiste graffiti qui existe déjà, mec. Et j'ai été beaucoup exploité. Donc quand ils utilisent Cornbread, eh oh, on ne pouvait pas me dire que ce n'était pas mon truc qu'ils utilisaient. Je n'ai pas été exploité uniquement par l'industrie cinématographique. J'ai été exploité par beaucoup de gens. Beaucoup d'entreprises ont exploité mon nom. Cornbread, mec. Et quand le film est sorti, Cornbread, Earl and Me, je ne pensais pas que c'était différent. J'étais exploité, alors je l'ai assumé. Et pendant des années, cela s'est passé depuis que j'avais 15 ans. J'en ai 70 maintenant. Mais au fil des ans, je me suis rendu compte, soyons réels, je n'ai jamais dit à personne d'utiliser mon nom dans un film. Et un gars se plaignait, mais tu n'as rien fait, tu ne peux rien dire. Mais mec, cela n'a rien à voir avec ça. Je pense que j'ai divergé dans mon histoire. Donc, Titi demande à tout le monde leur blaze et se présente. Titi, Delta Five Soul. Donc de là, Titi et moi, on commence à sortir ensemble beaucoup, pour peindre, tu vois. Il me demande alors de rejoindre Delta Five Soul. Quand j'ai rejoint Delta Five Soul, j'ai transformé tous les mecs du Delta Five Soul en artistes graffiti. Delta Five Soul est le club post-graffiti d'Amérique, un club de rue. C'était des fraternités de rue. La première vague de révolution hip-hop est passée par les clubs de fraternités de rue de Philadelphie. C'est la première vague de la révolution hip-hop. Quand je dis que cela a migré à New York, c'était une autre histoire. Mais Titi, il écrivait Titi autour de mon blaze. Il y avait 9 lettres dans mon nom. Et son nom Titi, de haut en bas. Titi, Titi. Et il écrivait son nom, comme un petit collier, tout autour de mon nom. On parle de Titi, Titi, Titi. Mais je ne voyais rien de mal, je n'y pensais pas. Et il continue à faire ça. Je ne lui ai jamais demandé pourquoi il le faisait. Puis un jour, il a écrit Titi, roi des murs. J'ai dit, mec, tu ne peux pas écrire cette connerie. Tu ne peux pas écrire cette connerie. Qu'est-ce que tu fais ? Je faisais ça depuis 2 ans avant de te rencontrer. Je suis avec toi depuis environ 2 mois. Tu n'es pas un roi. Je suis le roi. J'écrivais Cornbread, roi des murs. En fait, je vais te prendre ça. J'ai écrit Cornbread, roi des murs. J'ai dit tous les rois portent des couronnes. J'ai mis une couronne au-dessus de mon nom. C'était la première couronne. Toutes les couronnes viennent de moi. C'est la première couronne. Devine qui a adopté cette couronne et l'a emmenée dans sa tombe ? Basquiat qui a pris ma couronne. Donald Trump m'a copié pour sa campagne présidentielle. Et quand Keith Haring est mort, et quand Banksy sera mort, et aussi quand Sterry est mort, moi, je suis sorti des drogues. Je suis sorti de cette merde. J'ai laissé tout ça de côté, mec. Merci pour toutes ces histoires, mec. C'était vraiment très fort. C'est vrai. On se reparle bientôt et merci encore pour ton témoignage. Ok, bye bye. Ok, bonne journée. Thank you, you too. Bye. Un épisode de plus qui, je l'espère, vous a plu. Historiquement, c'est ultra important d'avoir ce type de témoignage et personnellement, je suis vraiment fier d'avoir pu le mettre en place. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile et de le partager avec vous en plus en français. Franchement, après Blade, Cornbread, je peux mourir heureux. Donc cet épisode est en 2 parties.
La semaine prochaine, je poste ça. C'est un entretien avec David de Maximage qui, avec son équipe, donc, est allé à Philadelphie et a travaillé sur le livre Cornbread the Legend que Cornbread évoque donc dans l'entretien et qui est disponible dans la boutique du podcast. Je vous invite à y aller, c'est vraiment un beau livre. Il y a le lien dans la description. Avant de vous quitter, je voulais aussi remercier GNU qui m'a aidé pour la transcription de l'anglais-français et bien sûr Sith qui a prêté sa voix à Cornbread et qui s'est occupé aussi de l'habillage sonore et du mix comme d'habitude. Je voulais revenir spécialement sur son travail car il quitte le podcast après cet épisode malheureusement et heureusement pour lui aussi pour se consacrer à d'autres aventures, notamment son propre podcast avec Pierre qui s'appelle So Fresh que je vous invite à écouter si c'est pas déjà fait. Donc un grand merci à toi, Sith, et bonne continuation. Et quant à vous, n'oubliez pas, c'est à nous, pour nous, par nous, et ce n'est que le début.